Mon frère a levé son verre, a affiché un sourire narquois par-dessus la table, et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, « Alors, tu perds toujours ton temps, n'est-ce pas, avec cette petite entreprise sans valeur ?» Je n'ai pas scié, je ne me suis pas décomposé. J'ai simplement posé ma fourchette et j'ai dit, je l'ai vendue. Il a ri jusqu'à ce que je lui donne le prix, 150 millions de dollars. La pièce s'est figée. Le sourire de ma mère s'est éteint. Et ce fut le moment où j'ai réalisé que la véritable trahison n'était pas ce qu'ils disaient ce soir-là, mais tout ce qu'ils avaient cru, bien longtemps auparavant. Je ne suis pas né avec la confiance nécessaire pour lâcher une bombe de vérité de 150 millions de dollars à une table de Noël. Pendant la majeure partie de mon enfance, j'étais l'enfant discret, planant aux confins de chaque pièce, à moitié visible, à moitié oublié, quelqu'un dont ma famille supposait qu'il irait toujours bien. Mon frère, Connor, avait 5 ans de plus que moi, et il était le fils autour duquel tournait toute notre maison, dès le début. Tout le monde semblait savoir qu'il était destiné à de grandes choses. Du moins, c'est ce que ma mère, Karen, répétait comme une prière. Elle se vantait de lui auprès des voisins, des enseignants, et même des caissiers à l'épicerie. Pour son 13e anniversaire, elle a fait rouler un tout nouveau vélo de course dans notre cour arrière à Denver. Tout le quartier s'était rassemblé, comme s'il était couronné prince du lotissement. Les enfants applaudissaient, les adultes prenaient des photos. Ma mère la serrait si fort qu'elle semblait craindre que quelqu'un ne le lui vole. Je me tenais à quelques pas, dans un t-shirt d'occasion trop grand, tenant une tasse ébréchée de soda à l'orange. Personne n'a demandé si je voulais être sur les photos. J'aurais tout aussi bien pu être l'enfant du voisin qui s'était égaré. C'est comme ça que ça se passait toujours. Pour les anniversaires de Connor, ballons, gâteaux à thème, musique à fond, des week-ends entiers planifiés autour de lui. Pour les miens, un gâteau générique de chez Costco, et ma mère à moitié en train de s'excuser parce qu'elle était trop occupée. Quand Connor a terminé le collège, il a eu droit à un voyage surprise à Disneyland. Quand j'ai atteint la même étape, j'ai reçu une carte achetée à la pharmacie et une liasse de billets laissés sur le comptoir de la cuisine. Aucune signature, juste « Maman » griffonné sur l'enveloppe. Quand Connor est arrivé au lycée, ma mère s'est battue comme une lionne pour le faire entrer dans une prestigieuse académie privée. Elle a rempli des formulaires, supplié des directeurs, tiré des ficelles dont j'ignorais l'existence. Il y est entré le premier jour portant des uniformes impeccables et des baskets de marque, déjà inscrits aux cours de mathématiques avancées, aux entraînements de football et aux leçons de piano. Je suis allé à l'école publique locale, peinture et cahiers, vieux manuel, enseignant débordé. Quand je demandais pourquoi, la réponse de ma mère était toujours la même, accompagnée d'une douce tape sur l'épaule. Connor a besoin d'une stimulation spéciale. Il est brillant, il a tellement de potentiel. Toi, tu vas bien, Eden, tu iras bien. Cela sonnait comme un encouragement au début, jusqu'à ce que ça ne le soit plus, jusqu'à ce que je comprenne ce que cela signifiait réellement, nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour toi. Mon père était la seule présence silencieuse dans notre maison, un homme qui travaillait de longues heures à la banque, rentrait fatigué et abandonnait chaque décision à ma mère sans se battre. Il y avait un classement tacite dans la famille, Connor au centre, ma mère en orbite autour de lui, mon père se tenant sur le côté, et moi quelque part à la périphérie, tant que je restais silencieux. Au moment où j'ai atteint le collège, j'avais cessé de demander quoi que ce soit. J'ai cessé de demander pourquoi Connor obtenait automatiquement le nouveau téléphone, l'ordinateur portable, le tuteur privé, le cours de crédit supplémentaire. J'ai cessé d'entrer dans le salon avec mes notes A+ parce que ma mère était toujours en conversation avec l'un des professeurs de Connor ou en train de l'emmener à l'entraînement. Si j'avais besoin d'un livre pour l'école, elle soupirait. Si Connor avait besoin de quelque chose, elle attrapait ses clés. Alors, je me suis adapté. J'ai regardé des vidéos sur YouTube pour apprendre à cuisiner des repas simples, afin de ne pas avoir à demander d'argent pour des plats à emporter. J'ai pris un poste de plongeur dans un petit café près de chez moi, et j'ai économisé chaque pourboire dans un bocal caché dans mon placard. Ce bocal est finalement devenu mon premier ordinateur portable d'occasion, lent, égratigné, mais le mien. Chaque petite offense, chaque moment négligé, je les ai stockés quelque part au fond, non pas comme des blessures sur lesquelles pleurer, mais comme des preuves. Des preuves que je devais me construire une vie qui ne dépende pas de leur capacité à me voir. À table, la conversation tournait toujours autour de Connor, ses matchs de soccer, ses résultats au SAT, ses perspectives universitaires. J'étais physiquement présent, mais émotionnellement, j'étais la chaise de rechange. Quelque part durant ces années,
quelque chose en moi s'est durci, silencieusement. Lentement, j'ai cessé de chercher l'attention de ma mère, cessé d'attendre la reconnaissance, cessé d'essayer d'être le fils qu'elle ne verrait jamais. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier un avenir où je n'aurais pas besoin de leur approbation pour respirer. Il n'y avait qu'une seule personne qui me voyait vraiment pendant ces premières années, ma grand-mère Margaret. Elle n'était pas riche, ni bruyante, ni interminablement impressionnée par Connor. Elle remarquait quand j'avais l'air fatigué. Elle me posait des questions sur mes projets, mes cours, mes centres d'intérêt. Elle m'a acheté mon premier livre de programmation lors d'une vente de garage et m'a dit « Tu es vif, Eden. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Sa confiance en moi n'était pas bruyante, mais elle était constante. Et parfois, une voix constante compte plus qu'un millier d'acclamations. Mais même elle ne pouvait pas me protéger de la dynamique familiale. Au lycée, les réalisations de Connor étaient pratiquement une marque de fabrique familiale. Ma mère s'assurait que tous les proches connaissent sa moyenne, ses trophées, ses recommandations de professeurs. Quant à moi, elle ne connaissait même pas mon emploi du temps. Une fois, je l'ai surprise en train de dire à une voisine qu'elle ne s'inquiétait pas pour moi parce que Eden est le facile. Il n'a pas besoin de grand-chose. Je pense qu'elle voulait que ce soit un compliment. Ce n'en était pas un. Quand j'ai finalement été accepté à l'université du Colorado avec une bourse partielle, ma mère a souri, m'a serré brièvement dans ses bras au bord du trottoir et s'est dépêchée de partir parce qu'elle était en retard. Quand Connor est entré à Harvard, elle a organisé une fête en bonne et due forme, avec du champagne et un traiteur. Elle a traversé le pays en avion avec lui pour décorer son dortoir. Mon jour d'emménagement, c'était 2 valises, une couette d'occasion et un petit appartement au mur de papier. Je ne détestais pas ça. En fait, c'était libérateur d'une étrange manière. Personne là-bas ne savait que j'étais l'enfant invisible. Personne ne s'attendait à ce que je reste petit. Je travaillais 2 emplois pour survivre, barista le matin, assistant de bibliothèque le soir. Pendant les quelques moments libres entre les quarts de travail, je me suis appris à coder. J'esquissais des idées de petites applications dans un carnet abîmé, convaincu que si je continuais simplement à apprendre, quelque chose finirait par s'enflammer. Cette étincelle est arrivée de la manière la plus simple possible, les gens se plaignaient. Mes amis étaient épuisés, à bout, oubliant de manger, oubliant de boire de l'eau, sautant le sommeil, se tuant à la tâche. Et si quelque chose me disait juste ce que je devais faire, j'ai mis un colocataire. Et si ça me rappelait de prendre soin de moi? Cette phrase est devenue la graine de Healthtrack, l'application qui allait finalement bouleverser toute la hiérarchie de ma famille. Mais à l'époque, dans cet appartement exigu aux meubles dépareillés, ce n'était qu'une autre idée griffonnée dans un carnet, une autre chose que je construisais seul à 2 heures du matin, une autre tentative silencieuse de créer quelque chose, n'importe quoi, qui venait de moi. Et aucun de nous, surtout pas ma famille, n'avait la moindre idée de l'ampleur que cela prendrait, ni ce que cela nous coûterait une fois que la vérité éclaterait. Au moment où Healthtrack commençait à gagner ses 1000 premiers utilisateurs, la pression de ma famille avait déjà commencé à s'insinuer dans ma vie, comme un courant d'air provenant d'une fenêtre que je ne pouvais pas fermer. Peu importait que je vive seul à Boulder, que j'occupe 2 emplois et que je construise un produit à partir de zéro. Pour eux, j'étais toujours l'enfant qui n'avait pas besoin de grand-chose, celui qui se débrouillerait sans aide. Pendant ce temps, le monde de Connor commençait à vaciller, et ma mère s'accrochait à lui encore plus fort. Sa première année à Harvard avait été plus difficile qu'il ne le laissait entendre. Il appelait à la maison pour se plaindre de la charge de travail, de la compétition, de la façon dont les professeurs avaient clairement des favoris. Au printemps, il réussissait à peine ses examens. Lorsqu'il a voulu rentrer pour l'été, ma mère a traité cela comme une urgence médicale. Elle a pris l'avion, l'a aidé à faire ses valises et a dit aux proches qu'il avait juste besoin d'une réinitialisation mentale, avant de reconquérir le monde. Et d'une manière ou d'une autre, même à des centaines de kilomètres de distance, on s'attendait à ce que je m'adapte à sa crise. Peux-tu envoyer un peu d'argent pour aider ton frère ce mois-ci? Tu sais à quel point Harvard est stressant. Il essaie tellement fort, Eden. Peu importait que je mangeais des ramen instantanés 4 soirs par semaine. Peu importait que je sois proche du découvert 2 fois par mois. Peu importait que Connor ait eu près de $10 000 de soutien d'urgence de ma mère seule. J'étais l'élément stable, le fiable, ce qui, dans ma famille, signifiait celui qu'il pouvait vider sans demander comment j'allais. La pression s'est accumulée lentement, subtilement. Ce n'était pas un grand moment, c'était un millier de petits.
Comme lorsque ma mère a découvert que je prenais des crédits supplémentaires pour obtenir mon diplôme plus rapidement. Eden, mon chéri, ne te surmène pas tant. Il n'y a pas de précipitation. D'ailleurs, Connor pourrait avoir besoin d'aide lorsqu'il terminera l'école. De l'aide pour lui, de ma part. Le gamin qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Puis il y a eu les appels imprégnés de culpabilité lorsque les rêves de start-up de Connor ont commencé à prendre forme. Il est si proche de quelque chose de grand, Eden. S'il avait juste un peu plus de soutien, elle voulait dire de l'argent. Elle voulait toujours dire de l'argent. Mais je versais chaque centime que j'avais et chaque heure dans Elstrack. L'application grandissait, mais atrocement lentement. Je répondais aux emails de support entre les cours. Je codais dans les bus. Je testais des fonctionnalités pendant mes pauses déjeuner de barista. Parfois, je m'assoupissais pendant les cours d'algorithme parce que je n'avais dormi que 3 heures. Et chaque fois que j'appelais à la maison, la première question de ma mère était toujours la même, « Comment va Connor ?» Il avait l'air stressé. Puis, comme une réflexion après coup, « Oh, et comment se passe ton petit projet ?» Petit projet. Ces mots s'enfonçaient plus profondément à chaque fois. Alors que Elstrack passait de quelques centaines à quelques milliers d'utilisateurs, la pression a encore augmenté. Un soir, j'étais dans l'arrière-boutique du Starbucks, en train de laver les bus de crème fouettée, lorsque ma mère a appelé en pleurant. Connor a échoué à un autre examen. Il est dévasté. Je me suis figé, du savon dégoulinant de mes mains. J'ai attendu la partie où elle se sentait embarrassée ou inquiète. Au lieu de cela, elle a dit, il a besoin d'un week-end loin de tout. Pourrais-tu lui réserver un hôtel? Juste une petite pause. J'ai failli rire. J'étais là, dans un tablier taché, épuisé, gagnant moins de l'heure que ce que Connor dépensait en plats à emporter. Maman, je ne peux pas. Je suis à peine. Tu es toujours si pratique, m'a-t-elle coupé, la voix pleine de déception. Connor a juste besoin de soutien. Ce qu'elle voulait dire, c'est que le soutien coule toujours vers lui. Tu existes pour t'en assurer. La manipulation n'était pas explosive. Elle était tissée dans les plus petites interactions quotidiennes, maman demandant une petite faveur, Connor se plaignant de sa charge de travail écrasante alors que je partageais une chambre avec 2 colocataires et codais dans le noir, des proches félicitant Connor pendant les fêtes tout en me tapotant le dos avec un « Tu es le fiable, Eden. Tu y arriveras un jour. » Un jour, comme si ce que je faisais ne comptait pas tant que quelqu'un d'autre ne le validait pas. Quand Elstrack a atteint 10 000 utilisateurs, une étape qui me donnait envie de crier de joie, j'ai appelé la maison en espérant que peut-être, juste peut-être, quelqu'un le remarquerait. Ma mère a répondu d'une voix distraite. C'est bien, mon chéri. Écoute. Connor a une énorme opportunité. Il veut lancer un site d'analyse sportive. N'est-ce pas excitant? Puis elle a passé 20 minutes à détailler sa vision, comment il était brillant mais incompris, comment elle regrettait de ne pas pouvoir lui donner plus d'argent, mais que peut-être je pouvais aider. J'étais assis, fixant mon écran d'ordinateur portable fissuré pendant que ces mots se déversaient sur moi. Chaque, Connor a besoin, chaque, il a du potentiel, chaque, soit un bon frère. Et le fait est que je ne détestais pas Connor. Il était arrogant, ignorant et gâté, bien sûr, mais il était aussi le produit d'un système construit autour de lui. Un système qui exigeait que quelqu'un d'autre soit la réflexion après coup. Et j'avais été élu pour ce rôle depuis la naissance. À mesure que Elstrack grandissait, mes responsabilités augmentaient, tout comme les exigences de ma famille. Pire encore, la pression est passée de l'émotionnel au moral. Tu es bon avec les ordinateurs, m'a dit ma mère un soir. Pourrais-tu aider à obtenir un petit prêt pour la start-up de Connor? Juste co-signer. Il a besoin de quelqu'un de fiable sur les papiers. Une co-signature sur une idée d'entreprise que Connor n'avait même pas encore écrite. C'était insensé. Mais dans ma famille, la logique tournait autour de Connor comme la gravité. Le coup de grâce est survenu pendant ma 3e année universitaire. J'étais en train de déboguer une fonctionnalité qui faisait planter l'application, une correction qui, si elle était bien faite, pourrait tripler la rétention, lorsque ma mère a appelé, essoufflée. Eden, c'est urgent. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Connor. Il est dépassé. Il dit qu'il ne peut pas continuer à avancer s'il ne sait pas que nous sommes derrière lui. Il a besoin de $10 000. J'ai étouffé un son. Maman, je n'ai pas.
S'il te plaît, mon chéri. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi. Ces mots. Tout ce que nous avons fait pour toi. Comme si mon enfance avait été un cadeau grandiose au lieu de la version de parentalité la moins chère et la plus facile possible. Cette nuit-là, assis seul sous les lumières de bureau qui vacillaient et que je ne pouvais pas me permettre de remplacer, quelque chose a basculé en moi, silencieux, mais tranchant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la rébellion. C'était de la reconnaissance. Il ne faisait pas d'erreur. Il ne me négligeait pas par accident. C'était le système. Et on s'attendait à ce que je reste exactement là où j'avais toujours été, le pilier de soutien silencieux pour les rêves de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable de dire non. Je me suis senti éveillé. Je ne savais pas alors que leur prochaine demande franchirait une ligne que je ne pourrais plus ignorer, ni que cela mettrait tout le reste en mouvement, le point de rupture, le changement de pouvoir, la vengeance tranquille qui viendrait plus tard. Mais les ficelles se resserraient déjà, et j'étais presque au point où elles allaient se rompre. Le moment où tout a finalement cassé n'est pas venu avec des cris ou une explosion dramatique. Il est arrivé tranquillement, presque poliment, enveloppé dans le même ton que ma famille avait toujours utilisé pour me demander de me sacrifier pour Connor. C'était à la fin de l'automne, quelques mois avant le dîner de Noël qui changerait tout. Elstrack venait de connaître une poussée de croissance après qu'une influenceuse fitness l'ait mentionné dans une vidéo. Nos serveurs étaient mis à rude épreuve. Mon équipe tirait de longues nuits, et je vivais de boissons énergisantes et de prières, essayant d'empêcher l'application de planter tout en accueillant des milliers de nouveaux utilisateurs. C'était la plus grande opportunité de ma vie. Et d'une manière ou d'une autre, ma famille a trouvé le moyen de la transformer en mon plus grand fardeau. J'étais au bureau en réalité juste une pièce sans fenêtre avec un bureau bon marché lorsque ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre. J'aurais dû faire confiance à cet instinct. Eden, dit-elle, essoufflée, comme si elle avait couru jusqu'au téléphone. Nous avons vraiment besoin de ton aide. C'est sérieux. Mon estomac s'est noué. Est-ce que quelqu'un est blessé? Il y eut une pause. Non, non, rien de tel. Il s'agit de Connor. Bien sûr que c'était le cas. Elle a soupiré dramatiquement, le genre de soupir qu'elle utilisait pour que je me sente coupable avant même de savoir pourquoi. Il a cette nouvelle opportunité d'affaires incroyable. Vraiment capable de changer sa vie. Mais il a besoin de soutien financier. Et la banque veut un co-signataire avec un revenu stable. Ma poitrine s'est serrée. Maman, je n'ai pas de revenu stable. Je suis en train de monter une start-up. C'est l'opposé de stable. Tu es dramatique, a-t-elle claqué. Tu as des économies. Tu as une compétence. Tu as toujours été le plus fiable. J'ai frotté mes tempes. De combien a-t-il besoin? Seulement 75 000 $, dit-elle comme si c'était de l'argent de poche. Juste pour lancer la machine. L'agent de crédit a dit que si tu signes avec lui, juste si tu signes, il sera approuvé la semaine prochaine. J'ai éloigné le téléphone et je l'ai fixé, m'attendant à moitié à avoir mal entendu. Maman, je ne peux pas co-signer un prêt de 75 000 $ pour une idée qu'il n'a même pas testée. Il a un pitch deck, a-t-elle insisté. Des millions de personnes en ont un, ai-je dit. Cela ne signifie pas que l'entreprise existe. C'est alors qu'elle a prononcé la phrase qui a brisé quelque chose de profond en moi, quelque chose que je ne savais même pas que je tenais bon jusqu'à ce que cela lâche enfin. Eden, après tout ce que nous avons fait pour toi, le moins que tu puisses faire est d'aider ton frère à réussir. Tu nous dois ça. Tu nous dois. Pas, tu comptes. Pas, nous sommes fiers de toi. Pas, nous voyons à quel point tu travailles dur. Juste une facture pour une enfance que j'avais passée sur la touche, pour des miettes d'attention que j'avais dû gagner moi-même. Il n'y avait plus de malentendus. Plus d'illusions d'équité, plus d'espoir qu'il me verrait un jour. Ce n'était pas un accident. C'était l'architecture de toute mon éducation mise à nu. Tu me demandes de risquer mon entreprise pour lui, ai-je dit doucement. Pour une entreprise qu'il a imaginée la semaine dernière. Et pourquoi pas, a claqué ma mère. As-tu vraiment besoin de toutes ces économies? Connor a besoin de cette chance. Il peut être une star si les gens le soutiennent. Sa voix se brisa de désespoir. Mais pas pour moi. Jamais pour moi. Ma grand-mère Margaret, la seule qui ait jamais vraiment cru en moi,
m'a dit un jour, fais attention à ce que les gens attendent de toi. C'est là que se cache la vérité. Et à ce moment précis, entendant ma mère me supplier pratiquement de sacrifier tout ce que j'avais construit pour que Connor puisse tenter sa chance dans le noir, j'ai finalement vu la vérité avec une clarté parfaite. Ma famille ne m'a pas seulement négligé. Elle comptait sur moi pour rester petit, pour rester utile, pour rester le fils discret qui rangeait derrière l'élu. J'ai attendu que la culpabilité familière monte. Elle ne l'a pas fait. Tout ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Froide, vive, libératrice. Non, ai-je dit. C'était la première fois de ma vie que je le disais sans m'excuser. Un battement de silence stupéfait. Puis la voix de ma mère, perçante d'incrédulité. Non. Tu ne peux pas dire non. Tu es son frère. Je suis aussi une personne, ai-je dit. Et j'ai fini d'être votre plan de secours. Tu fais une erreur, siffla-t-elle. Connor s'en souviendra. Tant mieux, ai-je murmuré. Moi aussi. J'ai raccroché. Ma main n'a pas tremblé. Mon cœur ne s'est pas emballé. La rupture n'a pas semblé violente. Elle a semblé exacte, comme briser le dernier fil d'une corde qui avait été attachée autour de mes côtes depuis l'enfance. À partir de ce moment, tout ce qui a suivi le changement de pouvoir, la vengeance tranquille, le dîner de Noël est devenu inévitable. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus l'ignorer. Après cet appel téléphonique, quelque chose dans mon monde a basculé, non pas bruyamment, ni dramatiquement, mais avec le clic silencieux et précis d'une serrure, tournant enfin dans l'autre sens. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas la validation ou l'approbation de ma famille. Je n'étais même plus en colère. J'étais clair, vif, libéré. Et la clarté a une façon de tout changer. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est produit dans les choix les plus petits et les plus subtils, dans la façon dont j'ai cessé de répondre immédiatement aux appels, dans la façon dont j'ai commencé à écouter mes instincts au lieu de la culpabilité ancrée en moi depuis l'enfance, et surtout dans la façon dont j'ai commencé à fixer des limites, silencieusement, sans excuses, sans explication. Une semaine après le point de rupture, j'ai rencontré mon avocat, Brandon Hay, pour examiner des documents financiers de routine. C'était un homme tranquille, d'une quarantaine d'années, avec un esprit vif et un sens de l'équité encore plus aiguisé. Le genre d'avocat qui ne disait pas grand-chose, sauf quand cela importait. Nous passions en revue les chiffres d'expansion de l'entreprise lorsqu'il fronça légèrement les sourcils. Réalisez-vous, demanda-t-il en tapotant une page, que la propriété intellectuelle de l'entreprise est enregistrée uniquement sous votre nom? J'ai cligné des yeux. Oui, j'ai tout déposé moi-même. Il tourna une autre page. Et réalisez-vous également que vous êtes répertorié comme le seul propriétaire de la marque, des brevets, des comptes d'exploitation, et de chaque actif lié à Elstrack? Je le fixai, confus. Oui. Il se pencha en arrière, étudiant mon expression. Eden, la plupart des fondateurs partagent la propriété ou ont une sorte d'obligation familiale, des garanties de dette, des co-signatures. Vous n'avez rien de tout cela. Aucune responsabilité partagée, aucune revendication externe, aucune copropriété. Vous avez construit tout cela seul. J'ai dégluti. Entendre cela à voix haute était différent. C'était comme si quelqu'un avait placé dans ma main une clé que je ne savais pas avoir méritée. Pour la première fois. Brandon a continué, vous êtes dans une position où vous pouvez choisir la part de votre vie que vous souhaitez partager, ou non, avec qui que ce soit. Je savais ce qu'il voulait dire. Il ne connaissait pas les détails, mais il pouvait sentir la tension. Il voyait les ombres derrière mon ton neutre chaque fois que le nom de ma mère était évoqué. Et ce fut le moment où le changement de pouvoir a commencé. Tranquillement, sans effort, presque accidentellement, j'ai réalisé que j'avais quelque chose que ma famille ne m'avait jamais donné, l'autonomie totale. Personne ne pouvait revendiquer mon succès. Personne ne pouvait exiger une part. Personne ne pouvait réécrire l'histoire. La culpabilité qui m'avait poursuivi pendant des années est soudainement devenue sans objet. Cette nuit-là, au lieu de coder jusqu'à 3 heures du matin, j'ai ouvert un nouveau brouillon de mail. Non pas rempli d'émotions ou de justifications, juste de clarté, professionnelle, simple, froid d'une manière qui rendait ma poitrine à la fois lourde et légère. Email à maman, je ne serai pas en mesure de fournir une aide financière à Connor. Mes décisions concernant mon entreprise et mes finances sont définitives.
Veuillez ne pas me contacter concernant des prêts, des co-signatures ou des demandes de soutien. Encore. Email à Connor, je suis concentré sur mon entreprise. Je n'investirai pas dans tes idées d'entreprise ni ne fournirai de financement de quelque nature que ce soit. Veuillez adresser toute future question financière à maman, pas à moi. Pas de colère, pas d'explication, juste des limites. J'ai hésité au-dessus du bouton d'envoi pendant 1 minute entière. Non pas parce que je doutais de moi, mais parce que je voulais reconnaître l'instant. Ce n'était pas une vengeance. Pas encore. C'était une libération. J'ai cliqué sur envoyer. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas d'avalanche de culpabilité, pas de doute, juste du calme. Un calme tranquille et puissant. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma grand-mère Margaret a appelé. Sa voix était plus douce que d'habitude, mais constante. « Ta mère est bouleversée », a-t-elle dit. « Mais je suis fier de toi. » J'ai fermé les yeux. « Tu as entendu. »« J'ai assez entendu », a-t-elle dit. « Tu as porté trop de choses, pendant trop longtemps. Dire non ne te rend pas cruel, Eden. Cela te fait grandir. » Son soutien était comme une main chaude sur mon dos, ne poussant pas, ne tirant pas, juste me rappelant que je n'étais pas seul. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle l'avait toujours fait, qu'elle avait toujours su que je construirais quelque chose de remarquable parce que je n'attendais rien de personne. Sa voix m'a ancré, m'a stabilisé d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Après cet appel, tout s'est mis en place. Le changement en moi a pris racine. J'ai embauché 2 ingénieurs supplémentaires. J'ai signé notre plus grand partenariat à ce jour. J'ai passé des week-ends à marcher au bord de l'eau, pensant non pas à l'évasion ou à la survie, mais à la possibilité. Pour une fois, l'avenir ne pesait pas lourd, il était grand ouvert. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait avec des messages de plus en plus frénétiques de ma mère, culpabilité, accusation, marchandage, silence froid, puis encore plus de culpabilité. Je ne répondais pas, non pas parce que je les punissais, mais parce que j'avais passé des années à répondre trop vite, des années à être disponible dès qu'ils claquaient des doigts, des années à me modeler autour de leurs besoins. Je ne faisais plus cela. Pour chaque limite que je traçais, je me sentais devenir quelqu'un de nouveau, plus délibéré, plus confiant, plus entier. Je n'étais plus l'enfant négligé dans le coin. Je n'étais plus le fiable qui n'avait pas besoin de grand-chose. Je n'étais plus le fils de secours construit pour supporter le poids de Connor. J'étais le fondateur d'une entreprise que les gens commençaient à remarquer. J'étais le propriétaire de mon temps, de mon argent, de mon nom, de mon avenir. Et pour la première fois de ma vie, je le savais. La vengeance n'avait même pas encore commencé, mais le terrain était prêt. Non pas par les cris ou la colère ou la confrontation, mais par le silence, par le retrait, par la récupération du pouvoir que je n'avais pas réalisé que j'avais donné toute ma vie. Et au moment où Noël est arrivé, je n'entrais plus dans la maison de ma mère en tant que fils invisible. J'y entrais en tant que quelqu'un qu'elle ne pouvait pas ignorer, ne pouvait pas rejeter, et ne pouvait absolument pas contrôler. La vraie tempête ne les avait pas encore frappés, mais elle arrivait, tranquillement, magnifiquement, inévitablement. La confrontation ne s'est pas déroulée dans le salon de ma mère ni à table. Elle s'est déroulée dans un endroit bien plus public, bien plus humiliant pour eux. Pas pour moi. C'était 2 semaines après ce dîner de Noël. Les conséquences avaient été laides, messages frénétiques, tentatives de culpabilisation, menaces détournées, et finalement la lettre de leur avocat réclamant 3 millions de dollars de remboursement pour les coûts de mon éducation. Mon avocat, Brandon Hay, avait géré cela cliniquement, démantelant chaque ligne de leur plainte dans un langage assez tranchant pour couper l'acier. Mais ma mère, Karen, n'en avait pas fini. Elle a exigé une réunion, en face à face, en famille. J'ai choisi l'endroit, un lieu neutre, public, lumineux, impossible pour le théâtre, le salon d'un hôtel du centre-ville à Seattle, rempli de voyageurs d'affaires tapotant sur des ordinateurs portables et sirotant des latteurs de prix. Juste assez bruyant pour étouffer les cris. Juste assez élégant pour rappeler à ma famille qu'elle ne pouvait pas déformer l'histoire cette fois. Je suis arrivé en avance, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que je voulais un moment pour respirer, un moment pour me rappeler que je n'étais plus l'enfant debout à l'extérieur du cercle. J'étais celui qui avait l'ascendant, l'épreuve, la vérité. Ma mère est entrée la première, arborant l'expression qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait ressembler à la martyre dans une histoire que personne ne lui avait demandé de raconter.
Connor a suivi un instant plus tard, la mâchoire serrée, les cheveux non lavés, comme si le monde l'avait personnellement offensé en continuant de tourner. Ils se sont figés tous les deux en voyant Brandon assis à côté de moi dans un costume gris, un dossier en cuir posé sur la table. Ma mère a cligné rapidement des yeux. Eden, tu as amené un avocat. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas excusé. Je vous ai dit que toute communication ultérieure passerait par les voies légales. Mais nous sommes de la famille, murmura-t-elle, la voix brisée. C'est entre nous. Non, ai-je dit calmement. C'est devenu légal au moment où vous avez essayé de m'envoyer une facture pour mon enfance. Connor a ricané bruyamment, essayant de reprendre la dynamique. Tu te prends pour qui maintenant, hein? Assis là avec ta petite armée d'avocats? Brandon ne l'a même pas regardé. Il a simplement ouvert le dossier avec le genre de précision impassible qui déplace immédiatement le pouvoir dans la pièce. Commençons, a-t-il dit. Ma mère s'est raidie. Il n'y a rien à commencer. Nous sommes venus pour parler, pour arranger ça. Mais ses yeux se dirigeaient déjà vers les documents. Et puis elle a vu la première page, un résumé de chaque dossier financier des 20 dernières années, méticuleusement compilé par mon comptable. Chaque paiement de scolarité pour Connor. Chaque chèque pour ses startups ratées. Chaque virement bancaire étiqueté « Aide pour Connor ». Chaque prêt que ma mère avait contracté en son nom. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Une vie construite autour du financement du potentiel d'un enfant au détriment de l'autre. Et à côté de ma colonne, zéro. Encore et encore. Zéro. Le visage de ma mère a commencé à s'effondrer. Ce n'est pas juste, murmura-t-elle. Tu sors tout de son contexte. Aucun contexte ne change les chiffres, a dit Brandon. Connor s'est penché en avant, pointant un doigt vers les documents. Et alors? Maman m'a aidé. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne veut pas dire que tu as le droit de te pavaner comme si tu étais meilleur que nous. J'ai finalement levé les yeux vers lui. Vraiment regardé. Il n'était pas en colère parce que j'avais vendu une entreprise. Il était en colère parce que cela signifiait que j'avais échappé au rôle dans lequel il avait toujours eu besoin que je reste, le frère discret, inférieur, dont le succès ne menaçait jamais sa lumière. Il ne s'agit pas d'être meilleur, ai-je dit. Il s'agit de limites. Quelque chose que cette famille n'a jamais compris. Oh, s'il te plaît, a-t-il claqué. Tu penses que tu as construit tout ça tout seul? Tu agis comme si tu venais de rien. Tu avais un toit. Tu avais de la nourriture. Tu avais du soutien. Non, ai-je dit doucement. J'avais la survie. Toi, tu avais le soutien. Son visage est devenu écarlate. Tu es tordu. Tu réécris l'histoire. Brandon a fermé le dossier. L'histoire est documentée dans ses dossiers financiers. Non pas imaginé. Ma mère a tenté d'attraper ma main à travers la table. Eden, mon chéri, nous voulons juste arranger les choses. Nous ne devrions pas nous battre. Nous devrions nous aider. Une serveuse est passée derrière elle avec un plateau de cappuccino. J'ai regardé la mousse tourbillonner avant de répondre. Vous voulez de l'aide, ai-je dit. Mais pas pour moi. Sa bouche s'est ouverte, s'est refermée, s'est rouverte. Tu es notre fils, dit-elle désespérément. Nous voulons ce qui est le mieux pour toi. Non, ai-je dit. Vous voulez ce qui est le mieux pour Connor. Connor a levé les yeux au ciel, mais j'ai continué. Vous avez passé toute votre vie à investir en lui, financièrement, émotionnellement, socialement, tout en supposant que je n'aurais jamais besoin de rien, tout en supposant que je resterais petit, resterais silencieux. Vous avez construit un système où il prenait toujours et où je compensais toujours. La lèvre de ma mère trembla. Ce n'est pas vrai. C'est documenté, a répété calmement Brandon. Connor a claqué son poing sur la table, faisant trembler les couverts. Quelques personnes se sont retournées pour regarder. Arrête de jouer à la victime, Eden. Tu es riche maintenant. Tu as tout ce que tu veux. Alors pourquoi es-tu un tel crétin? Je suis intervenu dans le silence qui a suivi. Pas fort, pas en colère, juste définitif. Parce qu'avoir de l'argent n'efface pas ce qui s'est passé, ai-je dit. Cela ne fait que l'exposer. Il a ouvert la bouche à nouveau, mais cette fois, j'ai parlé le premier.
J'ai fini de réparer vos dégâts. Fini d'être le fil de rechange. Fini d'être le plan de secours. Fini de porter la dette émotionnelle de cette famille. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Eden, s'il te plaît. Vous vouliez une réunion, ai-je dit. La voici. Brandon a fait glisser un dernier document sur la table. Ce n'était pas un procès. Ce n'était pas une menace. Ce n'était même pas une vengeance. C'était un accord de non-contact, rédigé dans le langage juridique le plus doux possible. Ma mère a couvert sa bouche. Connor regardait comme si j'avais parlé une autre langue. Je me suis levé. Non. Vous pouvez choisir de le signer ou non, ai-je dit. Dans les deux cas, j'ai fini. Ma mère a tendu la main vers moi, les doigts tremblants. Eden, tu ne peux pas simplement t'en aller. Mais le fait était que je l'avais déjà fait. J'ai poussé ma chaise, j'ai fait un signe de tête à Brandon, et je suis sorti du salon, passant les sols en marbre poli, passant les lumières chaudes, dehors dans l'air froid de Seattle qui se sentait plus propre que n'importe quelle respiration que j'avais prise depuis des années. Derrière moi, à travers la vitre, j'ai vu ma mère s'effondrer sur sa chaise. Connor arpentant la pièce avec fureur. Brandon ramassant les documents avec une efficacité tranquille. Je n'ai pas regardé longtemps. Je n'en avais pas besoin, car la vérité vive et libératrice, était simple. Je ne partais pas en tant que fils oublié. Je ne partais pas en tant que fiable. Je ne partais pas en tant qu'enfant désespéré d'être vu. Je partais en tant qu'homme avec des limites, de la clarté, et un pouvoir qu'il ne pouvait plus toucher. Et je n'ai pas regardé en arrière. Les conséquences de cette journée ne se sont pas écrasées instantanément. Elles se sont déroulées lentement, comme regarder un bâtiment s'effondrer étage par étage, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière et l'écho de ce qui était. Ma mère n'a pas signé l'accord de non-contact immédiatement. Elle a d'abord tenté de négocier, long texte, messages vocaux avec des souffles tremblants, l'éclat de colère occasionnel à propos de la famille qui doit rester unie. Mais finalement, la réalité s'est imposée. Sa bouée de sauvetage, son ancre émotionnelle, son filet de sécurité financière, son enfant fiable était parti, et elle s'est retrouvée avec le fils autour duquel elle avait construit toute son identité. Connor s'est effondré rapidement, perdant le contrôle du récit, perdant le soutien financier sur lequel il avait toujours compté, perdant l'illusion qu'il était la star. Cela l'a frappé plus fort que n'importe quel échec à Harvard. Il a rebondi entre des emplois à court terme, aucun ne durant plus de quelques mois. La vidéo de son effondrement chez Best Buy a refait surface. Un blog local a relié ses diatribes à l'article me concernant. Et soudain, il n'était plus le jeune entrepreneur prometteur. Il était l'exemple à ne pas suivre. Les factures s'accumulaient, la dette s'accélérait. Ma mère a refinancé son appartement pour l'aider à nouveau. Mais le trou était trop profond et sa santé trop fragile. En un an, il vivait dans un logement loué exigu de l'autre côté de la ville. Plus de vélos sophistiqués, plus de rêves d'école privée, plus de sauvetage de Connor des conséquences de ses actes. Pendant ce temps, je me suis retrouvé à m'adapter au silence, non pas le silence solitaire avec lequel j'ai grandi, mais le genre paisible qui vient après qu'une tempête se soit finalement dissipée. Je me suis concentré sur l'expansion de la nouvelle entreprise que j'avais fondée, centré sur des outils de santé mentale conçus pour aider les gens à comprendre les schémas, les limites et les déclencheurs émotionnels. Nous nous sommes associés à des organisations à but non lucratif offrant une thérapie aux communautés mal desservies. J'ai financé des programmes dans des écoles qui enseignaient la résilience et la communication. Et quelque part en cours de route, la vie s'est adoucie dans des endroits où je ne m'y attendais pas. Un après-midi, j'ai reçu un message d'une cousine plus jeune, une enfant discrète à qui j'avais à peine parlé au fil des ans. Elle disait que mon histoire l'avait aidée à comprendre qu'elle n'était pas folle de se sentir invisible dans sa propre maison. Elle a demandé si elle pouvait me parler de l'université, des carrières, de l'argent, de n'importe quoi. Nous avons planifié un appel ce soir-là, puis un autre, et un autre. Bientôt, d'autres personnes ont commencé à me contacter, amis, collègues, anciens camarades de classe, non pas à cause de l'argent, mais à cause de l'histoire, parce qu'ils avaient été l'enfant négligé, le médiateur du milieu, celui que l'on attendait de bien aller. Les aider ne ressemblait pas à une responsabilité. Cela ressemblait à un but, un moyen de transformer une enfance douloureuse en quelque chose qui brisait le cycle au lieu de le répéter. J'ai fait des dons anonymes à des fonds de thérapie. J'ai encadré de jeunes développeurs qui me rappelaient moi à 19 ans, fatigué, déterminé, plein d'espoir.
Et tranquillement, sans le dire à personne, j'ai couvert le coût des traitements médicaux de ma grand-mère Margaret. Elle n'avait jamais rien demandé. Elle était la seule personne à m'avoir vu avant que quiconque n'ait de raison de le faire. L'aider ne ressemblait pas à une obligation. Cela ressemblait à de la gratitude. Des mois ont passé. Puis, un matin d'hiver, une lettre est arrivée à mon bureau. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère, tremblante, inégale, petite. Ce n'était pas un plaidoyer. Ce n'était pas une exigence. Ce n'étaient pas des excuses enveloppées d'excuses. C'était simple, brut, humain. Elle a écrit qu'elle était désolée, qu'elle avait passé tellement de temps à investir dans l'enfant qui avait le plus besoin d'elle qu'elle avait omis de voir celui qui avait le moins besoin, mais méritait tout autant. Elle a écrit qu'elle n'attendait pas de pardon, mais espérait que j'avais trouvé la paix qu'elle n'avait jamais réussi à donner. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas déchiré la lettre. Je ne suis pas retourné dans sa vie. Je l'ai juste pliée soigneusement et l'ai placée dans un tiroir. Le pardon avait déjà eu lieu, tranquillement, en cours de route. Non pas pour elle, mais pour moi-même, pour la version de moi qui avait passé des années à essayer de gagner une place à une table qui n'avait jamais été dressée pour lui. Voici ce que j'ai appris au final. La douleur ne disparaît pas lorsque vous partez, mais elle se transforme lorsque vous l'utilisez. Lorsque vous la transformez en orientation, en compassion, en limite assez solide pour protéger la personne que vous êtes en train de devenir. Et si quelqu'un d'autre, un autre enfant négligé, un autre fils ou une autre fille discret attend toujours que sa famille le voie enfin, peut-être que mon histoire peut être le coup de pouce dont il a besoin pour cesser d'attendre et commencer à se construire une vie où il se voit d'abord. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort. C'est de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin qu'ils aient raison.